l'occasion d'assister par le net à une conférence d'un monsieur qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui est donc professeur au Collège de France, et qui nous a éveillé une certaine forme de curiosité, parce qu'on s'est dit que les propos qu'il tenait sur ce qu'il appelle les 4 piliers des apprentissages résonnaient un petit peu dans notre esprit et renvoyaient à des choses qui pouvaient nous intéresser à la fois dans notre quotidien en tant que pédagogue, mais aussi qui pouvaient nous donner l'occasion de s'interroger sur la plus-value numérique au travers justement des apprentissages par le prisme des neurosciences. Alors on va essayer d'être à la fois très humble, parce que on est loin de maîtriser, comme Stanislas Dehaene, toutes les données dont on va parler aujourd'hui. Donc on va être beaucoup d'humilité, mais à la fois, vous voyez, cette attitude, vraiment cette volonté de s'inscrire dans une recherche-action. On a une pensée scientifique donc, qui assoit un certain nombre de données, et puis nous, sur le terrain, et ben, on essaie de tester, et les collègues vont essayer de tester pour voir ce que ça donne en termes d'apprentissage, en EPS, par le numérique. Voilà, donc, pour commencer, voilà, ça c'est monsieur Stanislas Dehaene dont je vous parlais. Les 4 fameux piliers sont les suivants: celui de l'attention, de l'engagement actif, du retour d'information et de la consolidation. Alors, petite définition rapide, l'attention, c'est le mécanisme de filtrage donc, qui nous permet de sélectionner une information, à partir de laquelle on va engager donc, une action. L'engagement actif, Stanislas Dehaene nous rappelle, comme s'il était nécessaire de le dire, qu'un organisme ne peut apprendre que s'il est acteur, que s'il est actif. Bon, à la fois, pas seulement, parce qu'on sait aussi qu'il y a des apprentissages incidents, mais en tout cas, cette règle-là, quand même, prévaut dans les apprentissages. Le retour d'information, c'est quelque chose dans l'EPS qu'on a déjà visité depuis quelques années. On est très attentif à ce retour d'information, qu'on appelle aussi feedback. Que Stanislas Dehaene renvoie à la notion d'échec relatif et de succès relatif, on va voir pourquoi. Parce que, quelque part, ça interroge sur le statut de l'échec. Et donc la consolidation, qui est aussi un domaine qu'on a investi en EPS, puisqu'il traverse tout ce qui concerne les automatismes et l'automatisation des actions. Alors, premier pilier, donc celui de l'attention. Ce pilier est tout à fait intéressant, puisqu'il renvoie à 3 systèmes qui ne nous a pas forcément toujours vraiment concernés. 3 systèmes qui renvoient à l'alerte. C'est celui qui, en gros, nous invite à créer un environnement donc, qui favorise l'écoute active, donc l'attention de l'élève. Le deuxième, c'est l'orientation, qui fait que le cerveau va éliminer un certain nombre de stimuli inutiles et de retenir que certains qui sont utiles à l'action, on va dire coordonnés et adaptatifs à la situation. Et puis le troisième système, c'est celui du contrôle exécutif, qui consiste à inhiber tous les comportements indésirables qui va en fait perturber l'individu dans son projet. C'est des parasites, hein, c'est en fait des informations parasites. Voilà, alors pour ce faire, premier point, l'écoute active. Donc, je dirais que c'est le préambule à tout apprentissage. Et c'est sans doute la partie qui nous a intéressés le moins. On s'est rarement intéressé à ce domaine-là. Et pourtant, c'est la condition à partir de laquelle on peut prétendre à engager un apprentissage de la part de nos élèves. Un élève qui n'est pas à l'écoute, alors active, c'est-à-dire que, je précise le mot actif parce qu'il y a des élèves qui vous regardent en train de vous donner une consigne et qui ne sont pas forcément connectés. Ils sont peut-être ailleurs. Vous avez l'impression qu'ils vous écoutent, mais en fait, ils ne vous écoutent pas. Donc l'écoute active, c'est la connexion entre l'enseignant et l'enseigné. Une écoute active, c'est aussi créer un environnement qui permet à l'individu
de trouver du sens à ce qu'il doit faire. Alors, cette question du sens, elle est intéressante, mais pour autant, pourquoi je disais tout à l'heure que ça nous a peu interrogé, c'est qu'on n'a pas toujours le réflexe de vérifier si nos élèves sont en écoute active. On part du postulat qu'ils vous écoutent sans pour autant le vérifier. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça nécessite de notre part une autre démarche qui consiste à attirer l'élève vers soi, à une écoute qui va permettre de l'engager dans l'action. Stanislas Dehaene parle de plasticité cérébrale, c'est-à-dire créer un environnement qui justement permet cet engagement dans l'action, cette plasticité, cette ouverture, cette disponibilité cérébrale. Voilà. Alors, si certains connaissent cette vidéo, je leur demanderai d'être discrets sur le nombre de... vous allez, en 2 mots, vous allez voir les 2 équipes, blanche et noire, et je vais vous demander de compter le nombre de passes que l'équipe noire réalise. Alors, c'est pas si facile que ça, donc je vous demande d'être très attentif uniquement sur l'équipe blanche. Ceux qui connaissent le résultat, je vous demanderai d'être discrets. Je vous remercie. C'est une vidéo. Voilà, donc comptez le nombre de passes réalisées par l'équipe qui se trouve en maillot blanc. Uniquement les blancs. C'est au panier près, enfin la passe près, la passe près. Comptez bien. Alors, quels sont ceux qui ont le résultat? 14. J'ai entendu 14. 15. 16. Ok. 16. Quels sont ceux qui ont vu un élément parasite dans l'image? Ah, d'accord. Donc, vous êtes hyper fin. Alors, effectivement, pas tous. Enfin bon. Voilà, l'idée, c'était de montrer, l'idée, c'était de démontrer que dans cette vidéo apparaît un algorithme qui n'a rien à faire là. Vous allez voir apparaître, ceux qui n'ont pas vu. Voilà. Moi, je vous avoue très franchement, quand j'ai vu la vidéo, je me suis laissé bluffer et je n'ai pas vu le algorithme. Donc ça veut bien dire que... S'il vous plaît. Ça veut bien dire que notre cerveau opère une sélection dans les stimuli par rapport à une consigne qui lui est donnée. Là, je vous donne la consigne de compter le nombre de passes que l'équipe blanc réalise, et donc votre cerveau est conditionné par cette consigne et ne voit pas le stimuli du gorille qui passe au milieu. Pas tous, mais vous êtes des profs de PS, vous êtes les meilleurs, mais normalement un être normal n'a pas, comme moi, ne voit pas le gorille. D'accord? Et donc, en fin de compte, on voit bien qu'il y a une sélection qui s'opère dans l'information. Et on s'est nous attaché à montrer comment, en EPS, par le numérique, il était possible d'agir et d'actionner sur ce levier. Voilà. Alors, Stanislas Dehaene nous dit que, en gros, l'attention sélective nous invite à nous poser la question sur la clarification du but de la tâche d'apprentissage, la consigne qui vous est donnée, le but de la situation. Si le but n'est pas parfaitement décliné, parfaitement clair, l'élève ne peut pas rentrer dans un apprentissage constructif. Et puis aussi, pour que cette clarification ait lieu, il faut que l'élève dispose d'indicateurs pertinents sur les résultats de son action. Voilà, donc, petite illustration. Sébastien. Bonjour à tous. Alors, pour
illustrer un petit peu tout ça, on va prendre un exemple en basket, mais avant de commencer, on va simplement dire que toute l'attention, enfin une grande partie de l'attention va reposer sur le fait pour l'enseignant d'arriver à donner des indicateurs que l'élève va pouvoir identifier facilement. C'est-à-dire que mettre par exemple un élève devant la vidéo sans lui donner des indications précises, finalement ça ne va pas l'aider forcément à progresser puisqu'il va se voir globalement, c'est pas ce qui est important, ce qui n'est pas important, il n'est pas prof de PS, donc c'est compliqué. Tout comme donner énormément de choses à observer peut avoir un phénomène bloquant, puisque l'élève va se dire finalement j'ai plein de défauts, je commence par quoi, qu'est-ce que je dois commencer à travailler, qu'est-ce que je dois modifier rapidement et en premier. Et ça, il n'est pas forcément capable de le faire. Donc ça va aussi nous questionner sur l'aspect curriculaire de l'apprentissage, c'est-à-dire quelles observations, quels sont les critères qu'on va privilégier, comment on va les ordonner, comment on va construire finalement notre séquence d'enseignement. Alors, l'exemple qu'on propose est en basketball, et pour ça, on va utiliser un système de caméra différée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement mettre une tablette sur un trépied, et on va dire, l'image va être filmée et va être restituée avec un nombre de secondes de décalage par la suite. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être surtout de demander aux élèves de se focaliser sur certaines choses. Donc, les propositions qui sont faites restent des choix contestables, discutables. Vous pouvez les valider, les changer, ne pas les valider du tout. Après, c'est, je dirais, notre conception de l'enseignement, et ça, il n'y en a pas qu'une, on le sait tous. Donc, moi, par exemple, ce que je demandais à mes élèves, quand ils se voyaient la première fois, c'était, lorsque vous faites une contre-attaque, est-ce qu'au moment où vous décidez de faire la passe, vous êtes passeur, parce que tous vos partenaires sont devant vous. C'est le premier critère. Si vos partenaires ne sont pas devant vous, ça veut dire qu'automatiquement, il y a une solution de passe, 2 solutions de passe, 3 solutions de passe en cours. Donc c'était mon premier critère. Une fois que ça s'était résolu, qu'ils avaient focalisé leur attention dessus, donc ils passaient, ils se regardaient, puis ils recommençaient, je leur disais maintenant, est-ce que vous utilisez bien les 3 couloirs de jeu? Et donc les 3 couloirs de jeu, je leur expliquais, je les matérialisais, et ils pouvaient l'identifier de la même manière. Et enfin, pour moi, le dernier objectif, c'était surtout d'être sur 3 profondeurs différentes. Parce que si on est les 3 sur la même ligne, devant, ça ne sert pas à grand-chose non plus, ça ne propose pas énormément de solutions. Donc ça, les élèves vont l'intégrer bien. Et le fait finalement de proposer ces critères les uns après les autres, si on suit ce que nous apportent les neurosciences, nous permettra aux élèves de pouvoir progresser de manière plus rapide, puisqu'ils vont traiter les problèmes les uns après les autres. Et nous, notre travail de prof, c'est justement de pouvoir mettre ces critères dans le bon ordre, par rapport à notre conception d'enseignement, encore une fois. Alors, sur l'aspect un peu plus technique, l'application BAM Video Delay. Comment utiliser l'application de différé BAM Video Delay? Cette application vous permettra de restituer un flux vidéo avec un temps de décalage. En activant la touche Live View, vous pourrez positionner correctement votre tablette. En faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur la tablette, vous pourrez ajuster le temps de différé. Il est également possible de disposer de 4 écrans pour avoir 4 différés de durée différentes. Principalement pour les élèves au niveau de l'attention de quels sont les critères sur lesquels je dois porter mon attention, dans quel ordre, et après, ça va nous emmener rapidement sur le palier numéro 2. Donc, le pilier numéro 2, l'engagement actif. Je vous disais tout à l'heure, un sujet passif n'apprend pas. Ça, c'est le postulat de départ. Apprendre avec... avec retenu quand même. Enfin, disons qu'on va essayer de partir sur ce postulat. Donc, je vous disais tout à l'heure, adapter pour que l'élève puisse s'engager dans la tâche d'apprentissage, il faut en adapter la difficulté. Pour, vous voyez la notion d'effort cognitif, on sait aujourd'hui qu'un élève, un individu ne peut pas apprendre s'il ne dépasse pas un état primitif. Donc, dépasser cet état nécessite un engagement qui, bon, sans rentrer dans les détails, mais qui va inciter donc le cerveau à engager de nouvelles connexions neuronales, de nouveaux trajets, et dans ces nouveaux trajets, apparaissent de nouvelles solutions, et ces nouvelles solutions permettent à l'élève de résoudre un problème qui lui est posé. Donc en gros,
Ce qu'il faut retenir, c'est que l'effort cognitif est nécessaire à l'apprentissage. Mais pour que l'effort cognitif puisse être mis en œuvre et appliqué, il faut que la tâche corresponde à la difficulté que l'élève est en mesure d'absorber. Alors ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement en EPS. Je ne vous ferai pas l'affront pour parler de la zone proximale de développement, de l'INDA. Passons là-dessus. En tout cas, on sait qu'il y a ce décalage entre la difficulté de la tâche et ce que sait faire l'élève à un moment donné de son histoire en termes de ressources, qui est essentiel à appréhender. Donc ça, c'est la première implication pédagogique. La deuxième implication, qui est essentielle, c'est de donner la possibilité à l'élève de tester, et de tester par rapport à ses propres solutions. Si on lui demande simplement de reproduire une solution toute faite, alors bien sûr, il y a certaines activités qui nécessitent cette reproduction. On verra ça tout à l'heure dans les illustrations. Mais en tout cas, on part du principe que pour être acteur, pour être engagé dans l'apprentissage, il faut que l'élève puisse tester et donc mettre à l'épreuve un projet. D'accord? Donc cette mise à l'épreuve engage donc à une démarche expérimentale. Alors, illustration, on va essayer de rendre tout ça concret par rapport au numérique. Donc, la première des choses qu'on vient de souligner, c'est qu'il s'agit de permettre donc à l'élève de choisir et de choisir par rapport à un niveau qui est adapté, évidemment, aux ressources de l'élève à ce moment T. Pour ça, on va s'appuyer sur deux applications, ces deux illustrations. Toutes les applications, évidemment, vous les retrouverez sur les différents ateliers dans le gymnase. On pourra revenir dessus bien plus calmement pour nous. On va être sur GymEPS et BAM Vidéo Delay, que Sébastien vient de présenter. Le but, ça va être de permettre à l'élève de faire des choix, et des choix qui sont donc bien adaptés. Donc, dans cette première illustration, on va servir donc de GymEPS. Donc, disponible sur les différents stores. GymEPS propose une progression en gymnastique. Différents exercices, hiérarchisés par niveau de difficulté, sont proposés et classés par famille. L'élève peut donc consulter les principaux critères de réalisation de l'exercice, le matériel nécessaire et une vidéo de démonstration. Une fois l'exercice travaillé, il peut donc choisir de le valider en renseignant si celui-ci est acquis, en cours d'acquisition, non acquis ou pas encore travaillé. À noter qu'élèves et enseignants ont accès à tout moment aux fiches de suivi. Donc l'idée ici, c'est déjà d'avoir un élève qui est impliqué, pleinement impliqué. Selon les neurosciences, les connexions neuronales, elles dépendent de l'enrichissement, de la richesse de l'environnement et surtout de l'implication personnelle de l'élève. Donc là, on va lui permettre de s'impliquer davantage en lui permettant de choisir. La deuxième chose, comme on le disait, c'est d'avoir une difficulté adaptée. Et là, on parle forcément de progressivité des apprentissages. On a évoqué très vite le décalage optimal, qui est un concept plutôt neuf. Également les travaux de Vygotsky sur la zone proximale de développement, qui consiste à différencier ces activités que je peux faire seul, avec les activités qui nécessitent le soutien d'un pair, nécessitent le soutien d'un autre. Et donc cette zone proximale, elle serait située entre les deux. C'est passer de processus interpersonnel à des processus intrapersonnels. La différée va permettre à l'élève de valider ce qu'il est en train de travailler. Donc de vérifier si ce qu'il est en train de faire correspond au modèle. Et si je parle de modèle, c'est pas anodin, c'est que les neurosciences nous renseignent également sur quelque chose, ce qui remet un petit peu en question également l'apprentissage par observation. Dans les années 90, c'est Rizolatti qui met en évidence le concept de neurones miroirs, qui nous montre que les neurones du cortex prémoteur sont activés de la même façon que je suis en train d'agir ou que je suis en train d'observer quelque chose. Donc là, ça peut questionner également là-dessus. Donc l'apprentissage par observation
est également à reconsidérer à ce niveau-là. Deuxième possibilité, donc, pour rendre cet élève actif, voire le rendre acteur, ça va être de lui permettre de tester et donc d'adopter ce qu'on appelle une démarche expérimentale, consistant à partir d'une analyse, à formuler des hypothèses, à tester ces hypothèses. Pour ça, on va s'appuyer sur deux applications. Une application de recueil statistique, vous connaissez probablement, PTD, que vous retrouverez sur les ateliers, et une application de jeu sérieux en EPS, qui fait des petits dans différentes APSA, et vous les verrez également sur les ateliers. Donc voilà la démarche consistant à permettre à l'élève de tester. Pour ce scénario pédagogique enrichi par le numérique, les élèves vont manipuler l'application AndEPS devient joueur de LNH. Sous la forme d'une ludification des apprentissages, ce jeu sérieux va les inviter à disputer ce que nous appellerons des matchs amicaux. Ceux-ci permettent de se préparer à la compétition. Le but consiste alors pour eux à acquérir de nouveaux pouvoirs, symbolisés par des joueurs de handball de haut niveau. Partant du constat établi suite à un match, et à l'aide du recueil statistique obtenu via l'application PTB, il s'agit donc de formuler des hypothèses, collectivement, afin de cibler le thème de travail à privilégier pour notre équipe. Il a touché nous, ça comptait pas. Ah, c'est bien, mais attends. Ouais, la défense qui nous a même le prof, il a carrément déjà, il faut avoir la défense. Mais oui, tout de suite. Oui, la démarche, ça consiste pour les élèves, à partir de ce constat établi suite à une situation de référence, une situation de match, de formuler des hypothèses collectives, parce que l'apprentissage il est également, voire même avant tout social. C'est de la même façon les travaux socio-constructivistes de Vygotsky qui nous renseignent là-dessus. Donc ils font des choix, mais des choix qui sont collectifs. Ils vont tester des connaissances. Tester ces connaissances en EPS, c'est aussi tester nos habiletés motrices. Pour ça, ils vont, au travers des pouvoirs, essayer de travailler ces pouvoirs et d'y investir, soit dans des situations proches de la situation de référence, des matchs à tête, soit directement dans la compétition. Le but, c'est donc bien de tester ces pouvoirs ensemble. C'est la précision des... Bon allez, on met défendre. Mais pourquoi tu mets défendre de la tente? Mais c'est pour ça, vous avez dit défendre, non? La dernière chose à souligner, c'est que l'environnement a une influence et que l'enseignant a également une influence forcément là-dessus. L'intelligence, elle se construit et l'élève intègre des connaissances à partir du moment où le milieu le stimule et lui procure toutes ces possibilités d'investissement. Donc notre hypothèse ici, c'est bien que le serious game, le jeu sérieux, peut être une possibilité pour capter l'attention et donc faciliter l'engagement de l'élève dans un processus actif. Le troisième pilier, comme je le disais tout à l'heure, a été largement investi par l'EPS déjà. Et pourtant, lorsqu'on a écouté un petit peu la conférence de Stanislas Delecq, on a quand même touché du doigt un certain nombre de données qui nous ont intéressés. Donc on voudrait avec vous les partager. La première chose, Delecq nous parle d'un cerveau bayésien. Un cerveau bayésien qui s'organise autour de 4 étapes. L'étape de la prédiction, du feedback, de la correction, ou aussi appelée inhibition, et d'une nouvelle prédiction. La prédiction, c'est ce qui précède donc l'acte moteur, c'est le projet moteur. Le feedback, c'est ce qui vient après la réalisation du projet, et donc c'est le retour d'information, qui permet de corriger lorsque le projet moteur n'est pas adapté à la situation, on est en décalage, on va dire entre guillemets en échec relatif, pour reprendre l'expression de Stanislas Delecq, échec relatif, qui nous permet de faire une nouvelle prédiction, de réorganiser le plan moteur en essayant de trouver d'autres connexions synaptiques. Donc le cerveau va s'engager dans un nouveau réseau
grâce à justement ce qu'on appelait la plasticité, et donc d'engager une nouvelle action plus adaptée, mieux adaptée à la situation. Donc, un échec relatif qui sert les apprentissages. Et donc, quelque part, vous voyez que ça repositionne à nouveau le statut de l'erreur. Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase de Stigler et Geber. Il est important de considérer que les erreurs comme le signe d'une construction en cours des savoirs et d'en analyser les processus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans cette phrase-là, et notamment dans l'analyse des processus. Parce qu'on est on se pose rarement la question, lorsqu'on voit un élève qui est en situation d'échec relatif, on se pose rarement la question de savoir quels sont les processus qu'il a engagés pour produire telle ou telle réponse. Et donc, si on se pose cette question-là, forcément, ça va nous ouvrir vers de nouveaux possibles et de nouvelles solutions. Alors voilà, les implications pédagogiques possibles, c'est de rappeler, et vous le savez déjà, que le feedback doit être descriptif et non pas prescriptif. C'est-à-dire qu'on doit donner des éléments pertinents avec des indicateurs pertinents qui renseignent l'élève sans valeur sur sa réponse, c'est bien, c'est mal, mais simplement en lui décrivant ce qu'il vient de faire, sans stigmatiser l'erreur. Donc quelque part, on revisite le statut de l'erreur en montrant qu'en fait, elle est une étape nécessaire à la construction d'une solution adaptée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça doit être quasi instantané. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire à vos élèves, une semaine après, rappelle-toi la semaine dernière, quand tu as fait ça, rappelle-toi, ça n'a pas produit les bons effets, etc. Ça ne sert à rien. Parce que l'individu ne percute pas. Vous avez le sentiment qu'il percute, mais ça n'est pas du tout le cas. Donc simplement se rappeler que le feedback doit être instantané ou quasi instantané. Et ça, c'est super important. On touche là la notion de mémoire de travail, la mémoire à court terme, qui est une mémoire donc en action. Et en donnant l'information, le feedback instantanément, on sollicite la mémoire en action. Voilà. Donc, pour que l'erreur soit fertile, là aussi j'aime bien cette expression de Deleuze, il parle de fertilité de l'erreur. Pour que l'erreur soit fertile, il y a deux conditions. Il faut qu'elle soit anticipée, c'est-à-dire que nous, en tant que pédagogues, il faut qu'avant de proposer une situation pédagogique, on imagine quelle pourra être la réponse de l'élève par rapport à cette situation pour envisager des alternatives. Simplification, complexification. Donc il faut que l'erreur soit anticipée. Mais surtout, et je pense que ça nous intéresse sur le plan d'une illustration numérique, il faut qu'elle soit mesurée. Et la mesure n'est pas toujours facile parce que on a des situations, des activités en milieu incertain. Je renvoie à tous les sports co, sports de combat, etc. Puis il y a des activités normées qui renvoient à un code, une codification, à un milieu fermé, certain, sans imprévu. Et là, pour le coup, c'est quand même un peu plus facile. Mais pour autant, les collègues donc, du GRED ont essayé de trouver des illustrations qui montrent que la mesure peut être possible à la fois en milieu certain et à la fois en milieu incertain. Les implications, en cas d'échec, c'est ce que je viens de dire, relatif toujours, eh bien, il est dans l'urgence de simplifier la tâche et de ne pas laisser l'élève s'inscrire dans un processus d'échec permanent. Il faut trouver une solution, il faut que la tâche soit adaptée à ses possibilités, à ses ressources du moment, pour qu'il puisse engager justement une correction, une inhibition qui lui permette de faire une nouvelle prédiction, un nouveau plan moteur qui sera lui-même mieux adapté à la situation. Donc, quelque part, il faut que l'élève soit placé dans un autre environnement qui soit plus adapté. Et en cas de réussite, nous verrons tout à l'heure, il faut stabiliser la bonne réponse.
Alors, pour illustrer de la même façon, essayer d'illustrer concrètement cette démarche au niveau des implications pédagogiques et des ressources numériques qui peuvent être à l'appui de ce qu'on vient de voir. Une première étape de l'accompagnement numérique à ce pilier du retour d'information va être ici d'utiliser AcroEPS, qui est un répertoire de pyramides en acrosport. AcroEPS propose un vaste répertoire de duos, trios, quatuors et figures dynamiques en acrosport. Au sein de chaque catégorie, les pyramides sont classées en familles. Pour chacune des pyramides travaillées, l'élève retrouvera les principaux critères de réalisation, les prises de main à utiliser ainsi qu'une vidéo du montage et démontage de la pyramide. Là, on est avec notre répertoire de pyramides, donc le modèle quelque part à reproduire, et puis l'idée, ça va être de permettre à l'élève de mesurer son erreur relative. On est évidemment sur une activité de reproduction de forme, une activité morphocinétique. À partir de là, on va utiliser une seconde application qui va être sur de l'analyse vidéo, qui est l'application CoachEyes. Alors il y a des équivalents, une chose que vous retrouverez sur les différents ateliers, en fonction de l'OS sur lequel vous êtes, Android ou iOS. Et donc là, on va utiliser CoachEyes, permettant donc cette analyse vidéo. Cette application permet soit de filmer directement vos élèves, soit d'importer une vidéo de votre dossier photo présent sur votre tablette. Avec CoachEyes, vous pourrez visionner les vidéos au ralenti, image par image, en utilisant une molette de défilement. Il sera possible également de tracer sur l'image différentes formes, d'utiliser des outils tels que le chronomètre, la mesure d'angle. Vous pourrez laisser un commentaire audio sur chaque analyse, et pourquoi pas, comparer deux vidéos côte à côte. Ensuite, il vous sera possible d'enregistrer votre analyse dans votre dossier vidéo, de la partager avec vos élèves par messagerie ou de l'exporter sur différentes plateformes de partage. Donc là, l'idée, c'est évidemment de donner une connaissance du résultat quasi immédiate à l'élève et lui permettre donc de mesurer cet écart entre la prédiction et le résultat. Il ne s'agit pas d'oublier que l'enseignant, évidemment, a un rôle clé à ce moment-là, parce que faire confronter l'élève à son retour vidéo et le laisser quelque part nu face à ça sans l'outiller, c'est évidemment problématique. Donc il s'agira pour l'enseignant, et c'est primordial à notre sens avec la petite expérience qu'on a avec l'utilisation du numérique, de cibler des indicateurs pertinents. La troisième étape, c'est qu'on va être avec cliqueurs, c'est là où vous allez être acteurs, ceux qui ont des petits cartons. Alors, pour Clickers, l'intérêt, c'est de pouvoir faire voter les élèves. En fait. Alors, ça paraît un peu anodin, un peu accessoire comme ça, de dire aux élèves, vous allez sortir vos petits cartons et puis vous allez voter. Et ça peut aussi avoir un outil d'évaluation par les pairs. Et un outil rapide, parce que on connaît tous ce phénomène, on réunit les élèves 20 minutes avant la fin du cours, ils montent leur prestation, on fait une petite critique où il y a 3 élèves qui parlent, et on les renvoie au vestiaire avec leurs problèmes. Donc, pas très intéressant finalement pour eux, on le fait tous, vous tous fait, mais ça permet de faire autrement. Donc, ces petits cartons, vous avez certains sous les yeux, il y a un petit pictogramme qui est différent selon chaque carton. Ils sont numérotés de 0, de 1 à 40. D'accord, c'est gratuit, c'est sur une plateforme gratuite. Et selon l'orientation qu'on va choisir, c'est-à-dire on va donner une réponse. Sur chaque face, il y a une petite lettre A, B, C, D qui correspond à une réponse. Donc si je réponds la réponse A à la question, il suffit de mettre le A vers le haut en mettant le carton bien vers le prof, pas les doigts dans le pictogramme. Et moi, de mon côté, je vais pouvoir, par la tablette, sans connexion forcément Internet, là on le fait avec une connexion parce qu'on en a l'opportunité, parce que c'est plus simple. Je choisis la question qui va m'intéresser. C'est-à-dire, pour être efficace, le feedback doit-il être pour réponse A,
différé, réponse B applique plusieurs critères en simultané, réponse C instantanée et réponse D prédictive. Donc je vous laisse voter. A, c'est un Z différé, B, plusieurs critères, C instantané et 3 prédictifs. Là, vous ne trompez pas, il y a contrôle. Ça va déterminer la date de votre prochaine inspection. Et donc moi, en passant avec la tablette rapidement, vous voyez, ça complète le tableau qui est derrière moi. Voilà, j'ai pu recueillir tous les résultats. Et avec le graphique, je peux voir ce que vous avez répondu. Je peux révéler la bonne réponse. C'est qui le 1? Je peux savoir en plus, parce qu'on peut attribuer à chaque numéro un élève. Donc là, ça ne se voit pas, mais le professeur a ce résultat. Donc c'est intéressant, parce que les élèves vont faire une correction. Vous répondez A si vous pensez que les figures ne sont pas assez dures, 2 si elles ne sont pas assez bien faites, 3 si c'est des liaisons qui ne vont pas, et 4 si pour vous c'est de bonne qualité, que ça mérite une bonne note. Les élèves évaluent, ça permet après d'orienter les élèves vers différents ateliers. Donc là, on n'est pas simplement sur on fait un bilan à la fin, c'est on donne un nouveau point de départ pour de nouveaux apprentissages. Bien. Le point suivant donc concerne la correction de l'erreur, qu'on appelle aussi inhibition. Alors là, c'est intéressant ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, la situation est adaptée, la difficulté de la situation est adaptée au pouvoir de l'élève, de vos élèves à un moment donné, pour justement engager une connexion neuronale. En fait, derrière ce gros mot s'inscrit une sorte de ce qu'on a appelé aussi un patrimoine moteur. Chaque élève détient une sorte de patrimoine moteur enregistré. Schmitt parlait de pattern, de schéma, rappelez-vous. Il y a d'autres théories qui sont apparues plus récemment sur, par exemple, des apprentissages qui sont situés. Voilà, mais enfin, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même, c'est pas l'objet aujourd'hui. Et donc, en fait, à un moment donné, il faut que l'élève puisse désapprendre pour apprendre autrement. Désapprendre, c'est-à-dire casser des trajets synaptiques, casser ces trajets qui produisent une mauvaise erreur, une mauvaise réponse, ou une réponse qui n'est pas adaptée. Donc on va chercher un autre chemin qui va permettre de produire un mouvement mieux adapté. Cette recherche d'un autre chemin, on l'appelle aussi inhibition. Voilà. Donc en fait, l'idée là, c'est vraiment d'engager un changement de stratégie en sollicitant une flexibilité mentale pour produire une réponse qui est mieux adaptée à la situation. Le quatrième et dernier pilier est celui donc de la consolidation des acquis. Lorsque la bonne réponse a été produite, il s'agit de la stabiliser. Il s'agit de trouver le moyen de libérer le cerveau de tâches qui sont parfaitement maîtrisées. Derrière, on va dire ce que libérer le cortex préfrontal, enfin on ne va pas rentrer dans le détail, la partie du cortex préfrontal, c'est la partie qui permet justement de gérer l'immédiateté de l'acte, d'aller interroger la mémoire à court terme, la mémoire de travail. Et donc en fin de compte, on va libérer donc, le cerveau de tâches maîtrisées pour l'engager vers des tâches plus complexes. Voilà. Donc il y a derrière cette idée de consolidation des acquis, une nécessité de libérer donc, le cerveau, sachant que, rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, le cerveau n'est pas capable de traiter 2 stimuli à la fois. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes le cerveau, en fait, il va sélectionner, il va faire des choix. En fait, il va zapper. Spencer parle de zapper. Il zappe, il fait des choix. Sauf que les choix qu'il opère ne sont pas forcément adaptés. Donc, d'où l'intérêt d'automatiser certains gestes maîtrisés pour justement libérer le cerveau. Les implications pédagogiques, pour que l'élève donc automatise certaines conduites, il faudra que
on envisage bien sûr l'aspect d'un apprentissage un peu plus fin, et donc quelque part renforcer la complexité de la tâche, puisque les choses sont maîtrisées, on stabilise vers une nouvelle tâche qui est beaucoup plus fine et des apprentissages plus fins. Voilà. Donc, sur le numérique, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des illustrations à vous proposer, sachant que la complexité vient de l'environnement. Il est envisageable d'automatiser, de stabiliser les apprentissages en milieu incertain beaucoup plus difficilement, en tout cas de façon un peu différente, que créer des automatismes en milieu donc connu et certain. Eric va nous expliquer ça. Donc, nous allons illustrer ça en vitesse relative. Vitesse relative, on va partir du principe que les élèves ont certains prérequis. Donc, les prérequis, c'est ils ont acquis le principe de causalité en relais et les élèves sont de vitesse proche. L'idée, ça va être de pouvoir transmettre le témoin en fin de zone, vitesse proche, comme je disais, donc en fin de zone, et en harmonisant les vitesses du donneur et du receveur. On va attribuer un certain nombre de points en fonction de la zone de transmission de l'élève. C'est-à-dire que la zone de transmission va être découpée en 3 zones. S'il transmet dans la première partie de la zone, c'est 1 point, deuxième partie, la zone du milieu, c'est 2 points, et la dernière partie de la zone, c'est 3 points. L'idée, ça va être d'atteindre un minimum de 24 points sur 30 qui attestent, à mon sens, la consolidation de l'acquis, je transmets en fin de zone de transmission. Donc pour cela, je vais utiliser CoachEyes et BAM Video Delay. Donc dans un premier temps, BAM Video Delay, les élèves, donc c'est avec une classe de seconde macro. Donc on est sur un 2x50 avec une zone de transmission de 20 mètres, une zone d'élan de 10 mètres. Donc BAM Video Delay est placé de sorte à pouvoir voir la zone de transmission des élèves. Les élèves terminent leur course et viennent donc regarder leur vidéo et vont venir voir dans quelle zone ils se situent. Comme le disait Patrick tout à l'heure, c'est un feedback délayé, c'est-à-dire que les élèves reviennent rapidement et ne sont pas perturbés. Il a été prouvé que si les élèves sont perturbés dans cette partie-là de fin de conductrice et jusqu'à la vidéo, ils intègrent moins bien leur schéma moteur. Donc ensuite, une fois que les élèves ont consolidé donc cette transmission en fin de zone de transmission, on va pouvoir travailler donc sur transmettre en 3 appuis. Transmettre en 3 appuis, ça va permettre de prouver l'efficacité de la transmission. Donc pour cela, on va utiliser CoachEyes. CoachEyes qui va nous permettre d'effectuer une capture vidéo et de pouvoir utiliser le ralenti pour effectivement voir ce qui n'était pas permis de voir avec l'œil. Donc là, on le voit. Donc on accède à une motricité plus fine, puisque les élèves, on peut identifier clairement s'ils ont transmis en 3 appuis. Donc là, on était donc dans un milieu stable. Milieu incertain, on va prendre une illustration en hand. Donc, milieu incertain, donc avec une incertitude liée au gardien là. Donc, au moment où le passeur va faire la passe à celui qui va tirer, le gardien va aller toucher un plot. Il va aller toucher un plot. Le tireur va devoir capter le fait que l'élève, le gardien est allé toucher le plot et va devoir faire le bon choix pour marquer. Donc les élèves, toujours, on utilise BAM Video Delay, ils viennent se revoir et ils voient effectivement s'ils ont fait le bon choix ou s'ils ont juste marqué sur une erreur de gardien.
là, en sport co, on est sur les algorithmes. Hein. C'est-à-dire, si mon adversaire fait ça, je dois produire cette réponse. Et l'automatisation se fait dans cette transmission, dans ceci. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'élève va se retrouver dans cette situation-là, il va essayer de produire ce type de réponse adaptée. Et donc on essaie d'automatiser, et là c'est le cas. En fait, à chaque fois que le gardien va toucher le plot à droite, il va falloir que je tire à gauche. Donc on crée de l'automatisme là-dessus. Bien, pour finir, une petite conclusion pour vous dire que nous avons essayé donc encore une fois très humblement de trouver des illustrations par le numérique de ce que pouvait être la prise en compte donc, des données neuroscientifiques sur les apprentissages. On va retenir, mais c'est pas nouveau pour nous en EPS, c'est que l'environnement doit être riche. Regardez un de nos élèves au début du siècle, comment ils apprenaient à nager. C'était quand même un milieu assez pauvre. Un milieu riche pour justement placer l'élève en situation d'autonomie, d'acteur, essayer de s'engager activement dans les apprentissages, et puis de faire en sorte que au fil, enfin au bout de leur scolarité, on puisse libérer nos élèves vers ce qu'on appelle une autonomie et une citoyenneté en acte. Voilà. Donc, on vous remercie pour cette attention. Vous allez avoir sur les 4, dans le gymnase maintenant, les 4 illustrations avec plusieurs applications sur les piliers. Et comme le disait tout à l'heure Johan, on aura des séquences de 20 minutes à l'intérieur desquelles vous pourrez